Hey, salut, bonsoir, j'espère que ça va bien. Fait que coucou Brawler, bienvenue à toi, bon lundi. J'espère que tu commences ta semaine à la hauteur de tes attentes. Puis moi, j'espère que ma voix va bien se porter. Bon, ça commence bien, je racle déjà un peu de la gorge, mais bon, on va s'en sortir. Puis de toute façon, j'ai 5 livres, puis il y en a, ils sont quand même assez courts. Ça devrait durer pas trop longtemps à ce soir, mettons, contrairement à ce qu'on a eu avant. Là, c'est ça, là j'ai invité Luduc à venir faire son petit tour parce que vu que je vais review son livre, j'aimerais ça qu'il soit là pour qu'on en parle, qu'il soit là pour répondre aux questions. J'ai envoyé un petit message privé en espérant, c'est ça, en espérant qu'il se pointe. Donc, ok. Ce serait bien. Ouais, ben il m'avait demandé de l'avertir aussi. Fait que tu sais, je l'ai relancé, je l'ai tagué aussi sur Instagram quand je l'ai fait et tout. Donc, excusez, pardon. Fait que, à ce moment je me dis ça. Puis il y a aussi un livre que je veux. Ben attends, justement, j'ai un message, je sais pas de qui, mais si c'est de lui. Ok, j'arrive. Bon, c'est ça, c'est justement. Luduc vient de me dire, ok, j'arrive. Justement. Justement, on y est. J'ai peut-être revu son livre en premier, en fait. S'il est là en premier, je vais faire ça. Parce que j'ai mon ami Andrew, que tu sais, techniquement, le premier livre que j'avais prévu, c'était lui. Mais je sais qu'il voulait être là aussi. Fait que je vais essayer le review en attendant quand il est là, tout simplement. Fait qu'au pire, je vais commencer avec. Je vais commencer avec celui de Luduc quand il va arriver. Au pire des pires, c'est pas bien grave si je les fais pas dans l'ordre prévu. Ben attends, lève là, monsieur Luduc. J'espère que tu vas bien. J'espère que tu vas bien, mon cher ami. Écoute, vu que t'es là, puis que l'autre personne qui voulait voir un review n'est pas là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu de te garder en deuxième, je vais commencer par toi. C'est pas merveilleux, hein? Regarde, écoute. On commence avec. Attention, la photo est là. Hey, regardez-moi cette belle figure, ce bel homme qui se retrouve ici. Donc, ben, c'est pas le premier livre que j'ai lu ce mois-ci, mais c'est le deuxième. Donc, attends, on va commencer par la quatrième de couverture, hein? Basée sur la série web du même nom, Méto-réalité, offre sous format livresque 50 nouvelles légendes urbaines, théories de fans et creepypasta, reliées à la culture populaire, le tout examiné par le youtubeur Luduc. Sont-elles vraies? Est-ce une théorie du complot? Est-ce que quelqu'un a beaucoup trop d'imagination? Vous trouverez votre réponse dans ces chapitres discutant de jeux vidéo, de films ou de personnalités publiques. Ah ben, Potato est là. Tiens, that's it. Donc, mais t'es arrivé en deuxième, fait que je vais commencer par le livre de Luduc, puis je vais passer à la mer éclatée tout de suite après toi. Bon. Fait que, ben, c'est qui Luduc? Je pourrais quasiment le laisser se présenter dans le chat parce qu'il est là, justement. Puis en plus, là, tu sais, vu que ça va être diffusé sur YouTube, ta présentation, si t'écris un texte, on va pouvoir la voir apparaître du côté gauche un petit peu. Fait que je vais te laisser faire une petite présentation de qui tu es, Luduc. Donc, parle-nous un petit peu de ce que tu as fait sur YouTube dans les dernières années. Ce serait intéressant qu'on puisse l'avoir au moins à l'écrit pour les personnes qui pourraient regarder la rediff éventuellement. Ou si tu veux cropper cette section-là, des fois ça peut être très pertinent. Donc, je peux faire un SO pour Luduc. Ben écoute, tu peux, non seulement tu peux lui faire un SO, mais tu peux même faire point d'exclamation Luduc, parce que Luduc a sa propre commande ici, je tiens à le rappeler. Donc voilà, tiens, voilà. Donc c'est ça. D'habitude, il y a une chanson de Donkey Kong qui part, mais, c'est ça, c'est ça. Mais j'ai décidé de fermer les commandes pour la chaîne. Mais aujourd'hui, mais sauf que là, je la lis, puis je suis comme, ah, c'est ça, exactement, j'allais dire, cette commande-là, c'est ça, elle est plus ou moins à jour parce que, bon, Méto-réalité, officiellement, c'est comme terminé en termes de série YouTube, mais ça a repris avec des shorts, bien entendu. Dans le fond, depuis 2006, j'ai une chaîne YouTube. En 2011, j'ai été plus constant. J'ai débuté une série nommée Méto-réalité dès 2018 et on a fait 73 épisodes plus un film. Et oui, ce fameux film qui était le Noël de Cristal, parce que tout le monde sait que Die Hard est un film de Noël. Pas de musique lors d'enregistrement de review de lecture, exactement. Fait que bref, ça c'est notre auteur. Sachez que là c'est une photo, mais dans la vraie vie, il a des cheveux. Donc c'est une chose très importante là. Je veux dire, il y a du monde qui dit qu'il porte une perruque, mais c'est un mythe. C'est ses vrais cheveux. C'est très important de le rappeler. Ce que vous voyez sur ça c'est sa perruque. C'est son faux crâne. Donc voilà. Est-ce que ça c'est un mythe ou une réalité? À vous de le savoir. Bref. Donc maintenant, par rapport à ce que... je vais juste lire mon ressenti à mesure que la lecture avançait, Luduc.
Donc, ressenti 1. Déjà, l'introduction me fait penser à une intro de vidéo YouTube. On peut entendre et très bien imaginer que ce soit une vidéo faite spécifiquement par Luduc. On sent que c'est vraiment lui, ça fait plaisir de voir qu'il garde ce style d'écriture tout au long du livre. Donc, dans le fond, là, juste vous indiquer, dans le fond, si vous avez déjà vu des vidéos de Luduc, vous le savez que des fois, il a tendance à faire des petits gags. Tu sais, il fait une petite coupure de caméra, puis là, il change de ton de voix, puis là, il va imiter de manière ironique, mettons, un argument contraire qui est complètement stupide. Puis, on a senti que l'utilisation de ce ton-là était présent dans son écriture. Genre, je pouvais entendre tes mots quand je lisais. Genre, je pouvais t'entendre toi en te lisant. Puis là, j'étais comme crime, ok, ça c'est positif, ça marche. Mais ça vient avec un double tranchant, c'est que j'avais le goût d'avoir une vidéo qui allait avec. Parce que je sais ce dont tu es capable en vidéo. Puis je me suis dit, c'est génial que ce soit écrit et que je le ressente. Pourquoi est-ce que c'est pas une vidéo après maintenant, cette introduction-là? Tu me donnes le goût en esti. Ben, Luduc, écoute, mets le lien pour acheter ton livre dans le chat, s'il te plaît. Tu serais très gentil. Comme ça, ben, Potato va pouvoir aller se l'acheter. En plus, c'est juste 20$, hein? Fait que... Luduc.ca. That's it, et voilà. On règle ça. Donc là, je continue avec mon ressenti. J'admets cependant que déjà, je me dis, merde, j'aurais voulu avoir une vidéo. En effet, tout fait tellement plus ludique quand on a une vidéo. J'imagine très bien, par exemple, ses habitudes de montage, son changement de ton de voix, sa posture entre le moment où il explique la légende urbaine, qui coupe, fait une blague, retourne à la légende urbaine. C'est rare qu'on entend à ce point ce texte. Et ensuite, là, j'ai poursuivi ma lecture, puis je suis arrivé dans la légende sur le défi de Cranky. Luduc en profite pour inclure une dose de nostalgie en parlant de lui, et c'est très plaisant pour un fan qui a envie de le connaître davantage. Par contre, la toast au Nutella, c'est complètement du conditionnement behavioriste. Très spécifique. Je me le suis noté. Voilà. Mes études en psychologie sont sorties quand j'ai lu le passage de la toast au Nutella. Après ça, je dis, tabarnak, le sang menstruel dans Bloodborne, 3 petits points. Putain, Luduc, le sale troll dans le chapitre sur la revanche de Bottles. Je vous dis pas pourquoi, vous verrez. Voilà. Ensuite, je suis surpris que dans la légende urbaine sur Bert et Ernie dans Sesame Street, qui serait un couple homosexuel, il n'y ait pas de mention du gag dans Family Guy, où ils sont présentés comme homosexuels, en plus d'avoir des problèmes de couple et de fumer des cigarettes. Ça, pour vrai, Luduc, en te connaissant, j'étais comme... J'étais comme, pourquoi c'est pas mentionné? Il y a un gag dans Family Guy qui va tellement dans le sens de cette légende urbaine-là, puis je me disais, mais mon Dieu, comment il a pu ne pas le mentionner? Fait que je me suis demandé, est-ce qu'il connaissait l'information? Est-ce qu'il était au courant de ce petit gag-là? Fait que je me suis dit, c'est ça, je me suis posé la question où il y avait peut-être un choix s'il n'avait pas été mentionné. T'as pas oublié de dire quelque chose? Je pense pas. Je pense pas, non. Je ne pense pas. Banjo-Kazooie, c'est hot, en plus, je sais que t'es d'accord. Oui, effectivement. Ah, ben, il y a une raison qu'il y a tellement eu de paradis homosexuels que l'on serait un peu perdu. Ah, que l'on serait pas perdu un peu. Ok. Je savais pas qu'il y en avait eu d'autres, par exemple. Mais celui-là, dans Family Guy, pour moi, il était tellement iconique que je m'étais dit, il peut pas ne pas être là. Mais ok, je comprends. C'est bon. Fait que, conclusion, j'ai adoré ça, c'est du Luduc tout craché, mais j'admets que j'aurais aimé encore plus l'avoir en vidéo, car entendre les mots, ce n'est pas aussi plaisant qu'entendre Luduc en vidéo. Donc, c'était ça la conclusion à laquelle j'en suis arrivé. Heureusement qu'il existe des shorts qui vont un peu dans le sens de ce format-là. En fait, j'ai l'impression que ce qu'il y a là-dedans aurait pu être des shorts. Carrément dans ton nouveau format. Fait que, puis ça m'amène justement une question. Pourquoi le livre spécifiquement, alors que t'es revenu avec le Mythe ou Réalité en format short, est-ce que il y a eu un processus de pensée, une réflexion derrière ça? Je suis curieux de savoir. Enfin, je me disais que ça fitait au bout avec ton nouveau format. Que je vais te laisser donner c'est ça, une petite réponse à ça. Ben, je te comprends amplement, même que parfois j'écrivais des chapitres et je me disais, crime, avoir eu le temps, ça aurait été une belle vidéo. Ah, ouais, ok, c'est ça. Ok, je comprends. C'est ça. Sinon, ben, je le disais, l'introduction est pensée pour être une vidéo YouTube. On brise le quatrième mur pour s'adresser au lecteur ou pour faire des coupures dans la narration, comme quand on dit ouais, mais là, tu dois te demander ou on a fait le tour des phrases clichés. Pour les shorts, c'est pour promouvoir le livre. Ah, ok, je comprends. Je comprends. Donc, un petit peu. Contexte social, Luduc a arrêté Mythe ou Réalité, mais il avait plusieurs sujets dont il n'avait jamais traité, car trop court pour être abordé en vidéo. Il les a donc mis dans un livre, et il fait aujourd'hui des shorts sur YouTube à la place de longues vidéos. C'était comme ça que j'y allais. Inspiration, ben évidemment, 50 légendes urbaines venant d'Internet ou de la culture pop en général. Ça, c'était très clair. Donc, je vais quand même me permettre d'essayer de trouver un passage dans l'introduction qui reflète un peu le feeling. Un petit peu... C'est ça. Tu sais,
Ok. Mais cette pause fut interrompue par des véhicules militaires qui entouraient son Winnebago. Son Winnebago? Son véhicule récréatif. Il était l'heure de jouer la carte de la double identité. Il ouvrit la porte en jetant un coup d'œil à l'extérieur. Il remarqua devant lui un général bien décoré. Celui-ci n'était pas venu seul. D'autres militaires braquèrent leurs armes en direction de Luduc, surveillant ses moindres faits et gestes. Un tas de véhicules les protégeait de toute balle perdue. Des lumières rouges pointèrent le front de l'ex-youtubeur. Le général leva la main. « Baissez vos armes, soldats !» Que voulait-il à Luduc? Malgré ce scénario étonnant, ce dernier tenta d'y faire disparaître tout soupçon. « Noblesse, François. Monsieur Luduc, vous ne savez même pas bien parler espagnol. Ayez un minimum de respect envers vous. Je suis le général Miles. Comme les céréales? Oui, comme les céréales. Donc, c'est juste des petits enchaînements de gags comme ça que tu te dis, j'entends le sketch qui va avec. Ah, puis, en plus, tu utilises des termes québécois dans le joual, c'est malade, genre stoulé. Par exemple, ça, je le vois ici qui vient de m'apparaître en face. Dites plus rien, on est rendu au moment des phrases clichés de films de guerre. Ouais, exactement, commençons. Ouais, ok, tu sais, on est à fond dans du Luduc, puis dans son type de gang. Perso, je trouvais les chapitres sur les personnes réelles encore plus intéressants vu les liens avec la réalité. Ouais, ça se défend tout à fait. Moi, je dirais que celui qui m'a marqué, c'est le sang menstruel dans Bloodborne. Pour vrai, ça fait partie pour moi de la théorie des irréfutables. Je suis désolé, là. Donc, c'est celle qui m'a le plus marqué. Donc, je me permets de vous la faire découvrir, celle-là au moins, pour que vous ayez une petite vibe du genre de légende urbaine qu'on a. Et si on parlait de menstruation? Oui, le chapitre débute comme ça. C'est ainsi qu'on sait que ce chapitre sera sanglant en majuscule. Parlons du jeu Bloodborne, sorti en 2015 sur PS4. En plus d'être un jeu d'action RPG, quand même difficile pour les gens qui ragent à rester coincés au même endroit dans un jeu, #moi, l'œuvre offre quelques concepts dignes de son univers. Débutons par la consommation de sang ingéré par les personnages. Ce sang proviendrait de la Healing Church, choisissant des femmes afin d'être des vaisseaux sanguins et ainsi être élevés au statut de Blood Saints. Oui, il y a beaucoup de termes anglais, dites à l'Office québécois de la langue française que je m'excuse. Et si le sang consommé dans le jeu, c'était du sang menstruel? Oh, ça dégringolait assez rapidement. C'est la théorie qu'a apporté Lucasiel Knight sur Reddit, mentionnant quelques arguments fort intéressants. Premièrement, pendant le jeu, Ariana, l'une des femmes de la Healing Church, ne sera plus en mesure d'offrir de sang lorsqu'elle tombe enceinte. Est-ce parce qu'elle n'a plus ses règles? De plus, l'autre personnage qui n'offrira pas de sang sera une vieille dame qui vous amènera à l'église afin que vous ayez du sang. S'agit-il d'un cas de ménopause? Aussi, ajoutons les thèmes de cycle de lune qui sont souvent mentionnés dans le jeu ainsi que des ennemis tels que Brain of Mensis et un item s'appelant Mensis Cage. Mensis qui signifierait moi en latin. Selon la théorie, ce serait une symbolique aux menstruations de la femme. La théorie viendrait donc affirmer que dans le jeu, notre protagoniste se soignerait avec du sang menstruel. Génial, non? Enfin, aucun membre de l'équipe n'a osé répondre à cette théorie des plus cocasses. Mais bien qu'on puisse croire qu'il ne s'agit que d'une théorie totalement grotesque, je me suis quand même amusé à chercher des cas sur le web, dont le sang menstruel aurait servi pour soigner quelqu'un. Selon la Dr. Gemma Evans, dans un article du Hudson Institute of Medical Research, si l'on met du plasma provenant du sang menstruel sur une plaie, la réparation se ferait entièrement en l'espace de 24 heures, contrairement à du plasma provenant de sang humain qui n'arriverait qu'à guérir 40% d'une blessure. Pour boire du sang menstruel, désolé si vous êtes en train de dîner en lisant ce livre, la Dr. Phyllis Gersh prévient qu'ingérer du sang menstruel peut contenir des infections cachées. S'il s'agit de votre propre sang, les infections sont déjà dans votre corps. Par contre, ne buvez pas de sang menstruel qui provient de quelqu'un d'autre. Note de l'auteur, même si la tendance semble évitante et que votre esprit vous dit je me demande ce que ça goûte, ne faites pas ça. Donc, voilà. Puis oui, je vais montrer l'image assurément. L'image juste ici. Voilà. C'est ça. Donc, voilà, c'est ça. Donc, je vous en lis pas d'autres. Le reste, c'est 20$. Découvrez-le, achetez-le. C'est très bien. C'est très suffisant. J'ai une amie qui met son sang dans ses plantes. J'ai aucune idée si ça marche. J'imagine que ça marche. Je sais pas à quel point. Je vais faire confiance à ton ami pour réfléchir autour de ça. Fait que bref, moi j'ai vraiment aimé. Je trouve que c'est pertinent, c'est une lecture qui est très rapide. Moi ça m'a pris une journée de le lire au complet, back à back. J'ai mis une belle review sur Goodreads. Est-ce qu'elle essaie de pousser la plante de Little Shop of Horrors? Fais-y pas confiance. Ok. Je vais t'écouter, toi. On va dire ça de même. Ok, c'est bon. Ok, non. C'est ici, parfait. Ok. Fait que, bref, achetez-le. C'est tout ce que j'ai à dire. Je sais pas quoi dire de plus, en fait. C'était juste satisfaisant, c'était bon, c'était court, c'était facile à lire. Puis, en plus, là, soit dit en passant, juste vous dire une affaire, là. Si je me trompe pas, Luduc, tu n'es pas
avec une maison d'édition, ce qui signifie que si vous achetez son livre, c'est lui qui bénéficie à 100% des revenus. Fait que ça va pas à une maison d'édition, c'est vraiment lui. Ah, puis je spoil de quoi? Il y a des bloopers. Effectivement, il y a des bloopers. Posez-vous pas la question sur comment tu mets des bloopers dans un livre. Voilà. C'est ça. Mais. Si vous achetez, c'est tout à lui que ça va. Fait que c'est encourager la culture québécoise, littéralement. Une auto-édition, exactement. C'est une auto-édition. Fait que il fait pas 2$ du livre, il fait son 20$ au complet. Fait que voilà. Puis connaissant le prix que ça coûte pour faire imprimer ça, là, je suis convaincu que ton auto-édition, elle t'a coûté quand même vraiment beaucoup d'argent. D'ailleurs, t'avais-tu fait un Kickstarter, un GoFundMe ou quelque chose de même pour ramasser l'argent? Parce que pour vrai, j'ai déjà fait imprimer des livres et je sais que ça coûte beaucoup d'argent. Fait que... Puis si tu le vends 20$, non, rien. Ok, fait que t'as vraiment tout sorti de tes poches en plus. Fait que tu sais, raison de plus. Parce qu'il n'y a pas de blague, là. Moi, tu sais, je le sais combien ça coûte de l'impression de livre, là. Puis, tu sais, c'est ça. Donc, à un moment donné, faut bien l'aider à rentrer dans son investissement. Mais attends, il y a une explication. Ok, je vais attendre ton explication à ce sujet-là. Puis en passant, juste vous signaler que c'est pas une sponsor de Monsieur Luduc, hein, je tiens à le préciser, là. Il m'a demandé, hey, t'aimerais-tu ça lire mon livre? J'ai dit absolument, je l'ai payé, je l'ai acheté, puis ça a été ça. Fait que, il ne me verse aucun cachet pour lui faire de la bonne pub, c'est tout sincère ce que je dis. Tu fais des précommandes avant de les imprimer? Ah, peut-être. Ben, j'ai déjà fait ça aussi. Ça m'avait permis d'amortir un peu. L'affaire, c'est que quand tu fais une précommande, faut que tu fasses le pari que tu vas en vendre un certain nombre. Fait que c'est à risque. Mettons exemple là, que ton prix de base, c'est mettons 350$ pour faire imprimer 20 exemplaires. Mais faut que tu fasses le pari que tu vends, mettons, assez pour diviser. T'sais. C'est à peu près ça. En fait, je me suis auto-publié via Amazon Kindle qui imprime les copies. Ils prennent un mini pourcentage, mais vraiment pas beaucoup. Ok, d'accord. Je comprends. Ça, ouais. Bon, mais en fait, tu sais, maintenant que tu le dis, que c'est auto-publié par Amazon, ils se sont améliorés parce que les livres auto-édités par Amazon, des fois, c'est ça, c'était complexe un petit peu. Puis tu as ton ISBN aussi qui est écrit. À noter qu'en plus, le livre, il est déjà sur Goodreads. Vas-tu lire le livre L'évêque et Trudeau? Non, parce que Jean-François Lisée, quand il écrit des livres, c'est généralement pour dire n'importe quoi. Fait que j'ai aucune envie de l'encourager. Lui, à chaque fois qu'il parle puis qu'il rouvre la bouche, c'est rarement pour dire des choses que je trouve pertinentes. Je m'excuse, mais Jean-François Lisée, pour moi, c'est la plus grosse erreur de passage du Parti québécois. Fait que, voilà. Fait que, moi, quand je vais lire le livre L'évêque Trudeau, je suis convaincu qu'il va dire des niaiseries autant sur l'un que sur l'autre. Fait que... Ouais. Amen, Sam. Ouais, c'est ça. Merci. Je vais acheter le code de la bombe avant, parce qu'au moins, Régis Labombe, c'est ça. C'est ça. Son livre, lisez pas ça. Ah, exactement. Exactement. Puis, mais je vais acheter le code de la bombe parce que Régis Labombe a sorti son livre là pas longtemps. Je vais aller au salon du livre cette semaine pour l'acheter. Puis je vais le faire signer. Puis ce qui est très drôle, c'est que Régis Labombe, il m'a déjà traité de colon. Ouais, une fois, j'étais dans la salle du conseil de ville, puis il y a un événement qui a fait en sorte que je me suis fait traiter de colon parce qu'il avait oublié de fermer son micro. C'est ça. Il avait oublié de fermer son micro, puis il a traité moi et la gang qui était là de colon à cause d'un stunt médiatique qu'on avait fait. Sérieux, je suis tenté de faire un nouveau livre. Ça fait une belle expérience. Est-ce que tu ferais encore dans le même genre ou tu irais ailleurs? Est-ce que genre tu ferais un livre sur le Concast? Genre le livre Concast. D'ailleurs, en plus, parlant de Donkey Kong, t'avais vu que je t'avais tag sur le concert de l'OSS, qu'ils vont faire un concert de Donkey Kong puis de Rareware. Tu sais, ils jouent majoritairement à Québec, puis toi, je sais que t'es pas dans le secteur, là. Je sais que t'es plus dans le secteur de la Mauricie, là, en tout cas, il me semble, là, ou dans le centre du Québec. J'ai vu maudit que je suis tenté. Ben, pour vrai, c'est pas cher, puis c'est vraiment genre une petite gang de Québec, puis je connais 2 personnes qui sont dans l'orchestre. Un joueur d'euphonium, puis une prof qui est à mon école, dont j'ai oublié quel instrument qu'elle joue, parce qu'elle en joue ben trop, fait que je me rappelle jamais c'est lequel qu'elle prend pour cet orchestre-là, spécifiquement. Fait que... Mais écoute, pour vrai, ça vaut la peine, puis tu sais, il y a pas tant de billets que ça, puis j'ai souvent vu les concerts de l'OSS, puis c'est vraiment le fun. Donc, tu penses irais ailleurs? Ok. Attends, as-tu une petite idée de ce que tu ferais? The Art of the Deal, je sais pas c'est qui a écrit ça. C'est pas le livre de Donald Trump, ça?
Hey, la BD, c'est vrai que ce serait hot. Pour vrai, je pense que ce serait une BD, ce serait un bon compromis entre, tu sais, tout ce que je t'ai dit tantôt, là. C'est un livre de TQ. Ah. Mais, pas de blague, là. Luduc, je pense, sincèrement... Je viens de voir que t'es rendu avec un sub, hein? Attends un peu, j'ai-tu raté de quoi, moi? Arrête de TQ. Ok. Ok. Mais en vrai, je pense que ce serait un bon... Tu sais, mettons tout ce que je te disais tantôt, on imagine, on entend, puis on voit. Avec une BD, je pense que t'es encore plus proche d'un compromis entre la vidéo, puis... je viens de te donner un sub. Ah! Mon dieu, ok, mais j'ai reçu 0 alerte. Merci beaucoup, Luduc. Tu as obtenu une carotte. Voilà. Mais ouais, c'est ça, je pense que c'est vraiment un bon compromis entre les deux. Ça permet de faire aller l'imagination. Fait que là, oui, tu as été payé pour me promouvoir. Ok, je l'admets, maintenant je suis corrompu. Voilà. Maudit vendu, exactement. Je suis un vendu aux élites mondialistes. Je suis pour le grand remplacement. Je suis woke en plus de ça. Tout le kit, là, tous les défauts du monde, là. Tu sais, all the kit, là. Non, moi, je suis pour le grand remplacement. Le grand remplacement de Donald Trump pour, évidemment, qui pourrait le remplacer, évidemment. J.D. Vance, c'est faux. Donc, aussi vendu que Guy Nantel. Ouais, c'est ça, exact. Ah, je te dis. Fait que bref. Je pense que ça fait le tour pour ce que j'avais à dire sur ton livre, Luduc. Donc, bref, achetez-le, lisez-le. Luduc.ca. Easy peasy. Pas cher. Encouragez un créateur québécois. C'est tout ce que j'ai à dire. Un petit peu plus, puis on ressort un 5000 pour une théorie du complet, mais non pas en review de lecture. Non, en review de lecture, je les accepte pas de toute façon. Veux-tu bien pas t'arranger pour que le monde prenne tes propos hors contexte? Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que j'en ai je sais pas. Écoute, je sais pas. D'ailleurs, hey, parlant de propos hors contexte puis de fake news ou quoi que ce soit, 1er avril sur TikTok, j'ai fait un post dans lequel je disais que j'allais me présenter pour le Parti conservateur du Canada comme candidat pour la prochaine élection. Puis il y a du monde qui m'ont cru, puis j'ai dit que mon TikTok allait disparaître dans les 24 prochaines heures, puis que je leur disais au revoir et tout le kit. Puis après ça, j'ai mis mon ancienne photo de campagne électorale de 2017 quand je me suis présenté pour le PCQ d'Angouin. Puis il y a du monde qui y ont cru, puis mes élèves ils m'en ont parlé à l'école. Ils disent, monsieur, on pensait que c'était vrai, puis tout le kit, puis ils capotaient. Ils étaient là, on pensait que vous alliez nous abandonner. Fait que, bref, c'était bien cute, c'était bien drôle. Ben oui, Chris, j'ai vu ça, j'ai ri en esti. Ah, moi aussi, je me suis trouvé bien drôle. Mais, bien le bonsoir, très cher. Salut, une Chani, j'espère que tu vas bien. Ils y ont cru, le 1er avril, ouais, ils y ont cru jusqu'à ce qu'ils fouillent dans les commentaires puis qu'ils voient les emojis de poissons partout, là. Je veux dire, puis les running gags du style, ah, c'est une belle prise dans les filets du PCC, ça, tu sais. Bref, c'était... Moi, j'ai trouvé ça bien drôle. Ça a marché, ça a fait des views. Mais il y a une personne, par exemple, qui me dit, pour vrai, j'y ai cru. Parce que quand j'ai pogné ta photo, j'ai fait une research pour essayer de savoir t'étais où, puis tout le kit. Puis j'ai vu que t'étais candidat conservateur pour de vrai en 2017. Fait que j'y ai vraiment cru. Fait que... ça. Son post était bien fait. Oui, puis sur Facebook, j'en avais fait un autre. Sur Facebook où j'ai dit, hey, j'ai une annonce qui s'en vient. Puis j'ai mis la photo de campagne. Ça, c'était un peu plus soft, c'était un peu plus genre, on laisse ça dans le doute un peu. Mais sur TikTok, j'y ai été vraiment à fond, là. Fait que. D'ailleurs, si vous me suivez pas sur TikTok, je fais du contenu politique, hein. Puis je review chaque semaine en live sur TikTok toute l'actualité de la semaine passée. Fait que là, tu sais, moi, j'en ai fait 2 à date. Je fais des revues de presse hebdomadaires. Genre, vendredi, je vais faire un résumé de l'actualité de la semaine. Puis, en plus de ça, je fais régulièrement du contenu pour analyser des aspects politiques particuliers. Salut Marie-Pierre, j'espère que tu vas bien. Je viens d'aller voir sur Goodreads, puis un autre review qui a mis 3 sur 5. Oui, puis je sais pas c'est qui. J'étais comme... pourquoi? Je veux dire, t'aurais pu... Tu sais, oui, 3 sur 5, mais pourquoi? J'ai hâte de voir ta review sur la chute du market. J'ai rien à dire là-dessus parce que je connais pas assez le monde des finances, malheureusement. Moi, je suis plus un analyste de stratégie. Tout le kit. Mais oui, ça va bien. Aucune idée aussi. Moi, je dis que la personne n'avait pas de goût. C'est tout. Genre... Ou bien elle disait qu'il y avait trop de fautes puis trop de Québécois dedans, je sais pas, peut-être, là. T'sais. Parce qu'il y en a qui aiment vraiment pas ça quand tu utilises du joual dans du livre, mais au moins dans le tien, il y a pas trop de jurons. C'est pas vulgaire, c'est juste du joual. Fait que moi, si ça va, ça me dérange pas trop. Puis de toute façon, t'as jamais été vulgaire dans tes vidéos, fait que je verrais pas pourquoi tu l'aurais été là-dedans. Fait que... Je déteste le joueur, sorry big. Ouais, mais c'est pas trop pire. Bon, je dois te laisser, je dois me préparer ma chronique à la radio ce soir. C'est vrai, Luduc, qui a une chronique à... Pardon.
Luduc a une chronique à Radio X, soit dit en passant, si je me souviens bien, c'est à Radio X, là. Je sais qu'il y en a beaucoup dans mon chat qui n'apprécient pas spécialement cette chaîne-là, mais pour Luduc, c'est ça. Non, mais pour Luduc, tu sais, on parle de culture pop en général, c'est pas politiquement aligné, puis les animateurs à cette heure-là, en général, ils sont pas là pour parler de politique, ils sont juste là pour discuter de sujets divers et variés, fait que, voilà. Non, mais, non, pour vrai, là, pour vrai, Potato, pas de jugement, c'est une super belle opportunité pour faire connaître son travail, puis... Mais je tiens à dire, je ne partage pas les propos de la session. Non, c'est ça exactement. T'sais, il est là pour être chroniqueur, pour parler de culture pop, en général. Donc, tu sais, rendu là, puis comme je disais, passé l'heure du retour, les émissions ne sont plus politiquement alignées. Fait que, tu sais, rendu là, je veux dire, tu y vas, ça finit là, puis c'est correct. Ah, garde. Pour vrai, là, tu sais, soyons nuancés. Comme il dit, il adhère pas aux propos politiques de la station. Pour le reste, après ça, il se fait payer, soit dit en passant, pour aller là, je suis pas mal certain. Fait que, ça les amener à voir l'autre côté de la médaille et les animateurs sont corrects. Non, c'est ça. C'est parce que dans le fond, faut savoir que, dans le fond, Potato a un passif politique par rapport à tout ce qui est relié à la droite. Fait que c'est normal que ça le fasse réagir beaucoup. Fait que c'est juste ça. Fait que faut pas, c'est ça. Pas trop s'en faire avec ça, pis tu sais. C'est ça. Je sais que, c'est ça exactement. Fait que je comprends que... Je comprends que tu comprends, en fait. Quand, je sais que t'es raisonnable, puis lui aussi. Ben écoute, écoute, c'est leur histoire depuis bien longtemps, comme on dit, hein. Mais bon, écoute, moi ce que j'ai envie de dire, en fait, c'est que probablement que, tu sais, justement, Luduc, techniquement, c'est pas qu'il les encourage, c'est lui qui se fait payer pour y aller. Ouais, bonne fin de stream. Oui, merci beaucoup à toi, puis bonne chronique à toi. Donc, on va passer au prochain, on va passer à ton livre, Drew. Hop, on va être rendu à La mer éclatée, justement. Donc, c'était le premier livre que j'ai lu, qui m'a pris quand même un certain temps à lire. Donc, La mer éclatée, c'est quoi? Eh bien, c'est une histoire de fantasy. Sachez qu'ici, par exemple, c'est un 3 pour 1, donc c'est l'intégrale. Il y a 3 livres, normalement, de La mer éclatée. Puis, tous les livres commencent par la moitié de. Donc, la moitié d'un roi, la moitié de ci, la moitié de ça. Tu sais, on est vraiment dans cette vibe-là. Je vais essayer de... un petit peu, non? Ok, non, il donne pas les mêmes titres que sur les livres ordinaires, mais bon, c'est pas grave. Donc, bref, La mer éclatée, donc je vous lis la 4e de couverture. Je fais le serment de venger la mort de mon père. Je suis peut-être la moitié d'un homme, mais ce serment était entier. Né faible aux yeux de son père, le prince Yarvi a juré de récupérer un trône dont il n'a pourtant jamais voulu. Mais il doit d'abord affronter la cruauté de sa propre famille, les humiliations de l'esclavage ainsi que les eaux amères de la mer éclatée. Tout cela avec une seule main valide. C'est aux côtés d'une étrange assemblée d'exclus et de marginaux, et non parmi les nobles de son rang que Yarvi apprendra à être un homme, s'il survit aux épreuves de toutes sortes qui l'attendent. Et on a les commentaires de Patrick Rothfuss qui dit « De tous les livres d'Abercrombie, mon préféré à ce jour, et ce n'est pas peu dire », et George R. R. Martin, auteur de Game of Thrones, qui dit « Une histoire de trahison et de revanche menée à un rythme effréné qui m'a transporté dès la première page et qui ne m'a toujours pas lâché. » Donc, c'est quoi La mer éclatée? C'est une histoire de dark fantasy viking, mais une histoire de dark fantasy qui est très soft par rapport à ce que l'auteur fait normalement. Parce que il a décidé de se tourner vers ce style-là, la dark fantasy, par inspiration de Game of Thrones, comme il l'a souvent dit dans ses entrevues, puis il s'en cache pas. Mais lui, dans le fond, il s'est dit, je me suis inspiré de ça, j'ai le goût d'aller vers ce style-là, mais il s'est tourné à un moment donné vers un style peut-être un petit peu plus friendly, accessible au grand public, avec ses autres livres qui sont très très dark. Mais celui-là, il est vraiment plus soft un petit peu. Puis, de ce que j'en comprends, au Game of Thrones, il y a aussi Le Seigneur des Anneaux, Le Cycle de Terre-Mère, les livres de Corum qui sont dans ses sources d'inspiration, Charles Dickens, James Ellroy, Philip Larkin, Shelby Foote. Donc, il y a vraiment un gros paquet voyons, un gros paquet d'inspiration. Puis la carte de la mer éclatée ressemble beaucoup à celle de la mer Baltique. Donc, ce qui est pas étonnant parce que c'est près du Royaume-Uni, puis c'est de là que Joe Abercrombie vient. Puis, les 3 nations du roman, ben, en fait, elles ressemble apparemment, à ce que les gens en disent, à la Suède moderne. Donc,
avoir un petit peu tout ça. Fait que ça, à part de ça, je dirais que ça fait le tour pour ça. La narration est très basique, omnisciente. Puis c'est pas mal ça. Après ça, pour la narration, j'ai pas grand chose à dire, c'est vraiment une narration classique. Maintenant, au niveau du ressenti, je peux y aller en ordre de comment j'ai filé. T'sais, on sent vraiment l'inspiration des campagnes de JDR sur le déroulement de l'histoire. J'imagine très bien une campagne de jeu de rôle sur la mer avec un personnage, avec un background précis, une quête à poursuivre, l'équipe composée de personnages avec chacun des forces et des faiblesses, comme s'ils avaient bien réparti leurs points de compétence. Puis oui, c'est un fan de jeu de rôle, fait que clairement, il y a une inspiration de tout ça. On ressent presque les jets de dés à travers le scénario, réussite et échec critique. Cependant, je ne l'aurais pas remarqué si je n'avais pas su que c'était une passion de l'auteur. La preuve que c'est assez subtil et bien raconté. J'imagine aussi très bien le scénario de campagne commencer au moment de la mutinerie, voire avant. Tout le monde a son background, on a la même scène du voyage, ou autour du feu, où on demande aux personnages d'apprendre à se connaître. Je serais même pas si surpris que si c'était une campagne de JDR qui a réellement joué dans sa vie. Donc, voilà. J'ai beaucoup aimé le premier tome, il mérite un 5 étoiles, mais à partir du début du deuxième, on suit de nouveaux personnages, et même si Yarvi est encore présent, on a l'impression qu'il y a eu un recul partiel de son développement. Il est toujours aussi intelligent et brillant, mais même encore plus que dans le tome 1, mais là où son passé temporaire d'esclave aurait dû lui donner un peu plus d'empathie, on dirait qu'il est devenu complètement froid. Ça, c'est une petite critique que j'avais formulée par rapport à la nouveauté de Yarvi, qu'on s'attend à ce qu'il développe quelque chose avec son livre, puis finalement, on dirait qu'il devient genre sans pitié, froid, calculateur. C'est un personnage qui est très appréciable. J'apprécie des personnages comme ça. J'apprécie les Littlefinger de ce monde, par exemple. J'ai l'impression que Yarvi, il est basé sur Littlefinger puis Varys un petit peu ensemble dans Game of Thrones. J'ai l'impression que c'est lui qui y ressemble. Par contre, j'étais comme je sais pas trop. Bref, c'était mon ressenti. Sinon, je me suis gardé une réflexion. Gromgilgorm dit qu'aucun homme ne peut le tuer en raison d'une prophétie. Si c'est bel et bien inspiré du Seigneur des Anneaux, je prédis que ce sera une femme qui le tuera. Peut-être Épine, point d'interrogation. Épine qui est un nouveau personnage qui apparaît dans le deuxième tome. C'est ça, je vous dis pas si la réflexion était vraie ou non, mais j'ai soupçonné ça. Ok? Sinon, on sent que l'entraînement d'Épine est inspiré des assassins de Bravos et les cavaliers des Dothraki. Et je fais le rapprochement avec le nom de personne dans le tome 1, mais qui est peut-être aussi issu de l'histoire d'Ulysse. C'est ça. Fait que oui, il y a un personnage qui s'appelle Personne. Puis je suis comme, ça ressemble à l'histoire d'Ulysse, ça. Donc voilà. C'est ça. Sinon, mes appréhensions de départ sur le tome 2 se sont avérées infondées. Il était tout aussi bon que le premier. Pardon, il était tout aussi bon que le premier. Et maintenant, j'arrive à la conclusion de cette histoire et j'ai hâte. Le tome 3 est tout aussi bon pour l'instant, alors que j'en suis environ à la moitié. Il y a un peu plus de retournement de situation et une mort tragique qui laisse présager que ce n'est que le premier. Après ça, une autre critique sur un personnage tragique qui meurt. Puis j'ai dit, ouais, ok, non, il est vraiment mort comme une merde. Qu'est-ce que c'est ça, tabarnak? Voilà. Sinon, les ministres, en fait, ne sont ni plus ni moins que les mestres dans Game of Thrones. Ça, c'est une réflexion qui a fini par m'arriver avec le temps. Et sinon, la révélation de l'identité du traître à la fin est vraiment cohérente et vient mettre une belle cerise sur le sundae incroyable qu'est cette histoire de la mer éclatée. Par contre, un choix narratif qui a coûté à... Mais attention, c'est un choix narratif qui certes était incroyable, qui était une bonne idée, la révélation du traître, mais c'est précisément à cause de ça que l'autre personnage est mort comme une marde. Sincèrement, c'est à cause de ça. Je suis désolé, mais si tu analyses correctement, c'est à cause de ça que c'est arrivé, puis ça, je suis comme, non. Non. Ça l'a pas suffi pour que je ne lui mette pas un 5 étoiles sur Goodreads, mais ça m'a fait sourciller. Puis j'étais comme, yeah. Bref. Donc, si je vous fais un résumé de l'histoire, c'est très simple. Yarvi est né, son père et son frère meurent, il devient soudainement l'héritier du trône, mais son oncle estime qu'il est trop faible pour diriger, et il va s'organiser avec un complot pour le faire exclure du royaume, le faire passer pour mort, il va se retrouver esclave, va se faire des amis, il va essayer de reconquérir son trône, et ça va être un espèce de gros mix-up de party de Donjon Dragon, puis l'histoire va quand même se boucler rapidement. Donc, à chaque tome, c'est comme une histoire se boucle, avec un petit quelque chose qui reste à conclure, puis on va reconstruire une autre histoire autour, tout en faisant avancer l'intrigue qui, elle, va durer sur 3 livres, qui est justement de s'assurer que les royaumes autour de la mer éclatée cessent d'être dirigés par la grand-mère, donc la grande ministre qui dirige le roi, empereur et tout le kit. Fait que, c'est ça.
Fait que c'est à peu près ça. Fait que c'est une quête, ça se passe beaucoup sur les bateaux, sur la mer. Fait qu'il y a une vibe viking à travers ça. Il y a des traités de la traîtrise, des échanges, il y a des morts tragiques, il y a des choses qui font évoluer les personnages. Il y a beaucoup d'émotions qui sont bien décrites. Pour vrai, je trouve que le personnage d'Épine est un des meilleurs personnages. Elle est clairement inspirée d'Arya Stark. Il n'y a pas de doute là-dessus. Puis, j'ai adoré. Tu vas-tu parler de la pierre lisse puis des indices fucking intéressants? Ben, écoute, crime pour une fois qu'un livre m'intéresse, mais c'est vraiment intéressant. Puis, à la fin, la manière dont il règle le conflit, c'est grâce à ce qui est considéré comme un blasphème. Mais, les gens ne comprennent pas à quoi ils font face. Ils savent pas. Mais toi, qui es un lecteur contemporain, tu serais supposé de comprendre que ces armes blasphématoires sont censées représenter quelque chose que tu connais. Supposé. Quelque chose qui outrepasse ce qu'on pourrait appeler des armes traditionnelles. Donc, tu te dis un petit peu que c'est ça. Fait que, tu sais, voilà. Salut Dark Simpson, à plus. Fait que, bref, c'est ça, ça ressemble à ça. Oh, attends un petit peu. Je viens d'avoir de. Attends un petit peu, je viens de recevoir une alerte de quelque chose, puis ça m'interpelle un peu. Je fais une petite interruption, ce sera pas long. Ah. Ok. Bah, ok, ça va. Ça va. Ah, c'est quand j'ai compris ça, j'ai eu des frissons pendant des jours en y repensant. Hein? Et voilà. Fait que bref, c'est. Moi, j'ai trouvé que c'était un très bon livre. Vraiment très très bon. Et. Puis finalement, à la fin, ce qui est très le fun, c'est que. Ben. Le traître se fait prendre à son propre jeu. Puis c'est quand même satisfaisant. On va dire ça de même. C'est quand même très très satisfaisant. Puis. Ben. Je vous dis. C'est ça. Je vous dirais que vous n'avez qu'à le découvrir ou quoi que ce soit. Puis. Lisez-le. Pour vrai. C'est tout ce que j'ai à dire. Lisez-le, découvrez-le, ça vaut la peine. Vous pouvez l'acheter en 3 exemplaires ou en un seul, si vous voulez, parce que l'intégrale est quand même pas si dur à trouver que ça. Puis tu sais, c'est pas si gros que ça, là. T'sais, c'est écrit petit à l'intérieur, mais tu sais, ça se lit plutôt bien. Il y a 861 pages pour les 3 romans. Fait que, en vrai, ça va. C'est pas ce qu'on a vu de pire, si on peut le dire ainsi, là. Ça a déjà été... c'est ça. Il y a déjà eu des histoires pires que ça, si on le dit ainsi. Bon. Fait que je veux pas trop en dire, c'est tellement un des meilleurs livres ever, tous les indices sont importants, l'histoire est tellement bien ficelée. Ah, absolument, absolument. Vraiment, là, les qualités d'écriture du livre sont excellentes. Je veux juste pas en dire plus par rapport à l'histoire parce que, ben, ce serait du spoil, puis c'est important de découvrir ces ficelles-là par soi-même, mais bon. Mais bon, je vous dirais, achetez-le, lisez-le, ça vaut la peine. Ou trouvez un ami généreux qui va vous le prêter. Donc bref, ça fait le tour pour ça. Pour ce livre-là. Fait que... Ensuite, bon, je suis rendu à un livre de Dostoïevski, mon premier Dostoïevski, La femme d'un autre et le mari sous le lit. Alors, juste vous dire, vous avez vu? Le bien et le mal sont confus. Ah, absolument. Absolument. Vous avez vu la grosseur de ce livre-là? C'est tout petit, c'est minuscule. Mais, savez-vous quoi, à la base, c'est 2 livres. 2 nouvelles qui étaient séparées puis qui ont été rassemblées en un seul roman court. La première nouvelle étant La femme d'un autre, Scène de la rue, puis la deuxième étant Le mari jaloux. Ces 2 nouvelles ont été publiées en 1848 dans les Annales de la patrie et sous la forme, donc, La femme d'un autre et Le mari sous le lit. Donc, grosso modo, c'est une histoire d'infidélité. C'est complètement barjot, complètement débile, c'est complètement absurde, puis la seule inspiration qu'il y a là-dedans, c'est très clair, c'est que la jalousie, c'est une calamité. C'est tout. C'est la seule morale de l'histoire, c'est la jalousie, c'est de la merde. Puis, bon, c'est la seule morale, mais c'est une bonne morale. Puis c'est quand même appréciable pour 1800. Donc voilà. Maintenant, la seule chose que mon ressenti, c'est... Ben en fait, non, un peu. Je vais vous lire le résumé avant. Persuadé que sa femme le trompe, Ivan Andreevitch est prêt à tout pour confondre l'infidèle. Il la suit et la guette pendant des heures. Il l'espionne et ouvre son courrier à la recherche d'une preuve. Il se cache et se ridiculise.
Arrête de jouer avec la moustache, sinon je te l'arrache. Bon, ok, désolé. Tu me l'épileras. Donc, la seule chose que j'ai à dire par rapport à mon ressenti est que ce livre aurait dû être une pièce de théâtre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et il aurait fallu aussi retravailler un peu la narration pour la rendre plus claire. Mais ça aurait été incroyable et complètement absurde. Oui, je maintiens mon point. Ce livre-là aurait dû être une pièce de théâtre. Puis je suis convaincu qu'il y a des pièces de théâtre qui ont déjà adapté ça, là. Je veux dire, tout fonctionne. Je veux dire, il n'y a pas beaucoup de lieux. Ça va vite. Tu peux y aller à l'absurde. Tu as des dialogues. Puis tu peux même construire autour de ça. Moi, je vous le dis, là. Potentiel de pièce de théâtre absolument incroyable. Si un jour il y a une adaptation de ça au théâtre, garantie que je vais la voir. Parce que, Seigneur, que c'est débile puis c'est drôle. Donc, sinon, dernier détail. Mais à quel point tout le monde s'en balance du pauvre chien qui s'est fait étrangler. Même sa proprio, sous promesse de s'en faire offrir un autre, a l'air de s'en battre les couilles totalement. Donc, bon. Je vais vous mettre en contexte. Tout commence avec Ivan et Tvagorov, qui cherchent à espionner tous les deux la même personne. Glafira, qui est la femme d'Ivan, mais qui est aussi la maîtresse de Tvagorov. C'est des noms russes, je suis désolé. Les deux se parlent, puis finissent par se comprendre, puis comprendre que dans le fond, ils voient la même femme les deux. Fait que... Mais lorsque Glafira sort d'un immeuble avec un autre homme, elle sort une histoire apparemment à dormir debout sur un accident de traîneau, puis repart avec son mari. Bon. Fait que c'est un peu ça, fait qu'ils ont l'air caves les deux à essayer de l'espionner, puis ils sont comme « Hey, t'as pu tu couches avec ma femme? Ouais, toi aussi, hein? Ok. » Complètement n'importe quoi. Genre, imagine là, pour vrai, imagine un gars qui essaie d'espionner sa femme, puis qui tombe sur un autre gars qui espionne aussi sa femme, parce qu'il pense qu'ils se sont trompés, puis il réalise que les deux couchent avec la même personne, puis que finalement, il y en a peut-être un troisième d'impliqué. Non mais, c'est tellement con comme pitch de base que c'est drôle tout seul. Je suis désolé, là, puis évidemment, quand tu le lis, c'est meilleur. Bon, ok? Bon, ça c'est la première partie, la première nouvelle. La deuxième nouvelle, eh bien, on remet en scène Ivan qui va à l'opéra, puis constate que sa femme est avec un homme qui arrive pas à distinguer c'est qui. Fait que, ensuite, il va tomber sur un petit papier par hasard dans lequel une femme demande à son amant de venir le rejoindre. Donc, il y a une adresse, puis il va dire « Hey, je vais aller à l'adresse du rendez-vous. » Fait qu'il rentre dans l'appartement par effraction, sauf que là, il se dit « Fuck, la femme est tout seule, je vais la surprendre. » Puis il entend une voix de femme. Fait que là, il se dit « Bon, ok, je vais me cacher en dessous du lit. » Puis là, en dessous du lit, il y a un autre homme qui est caché là, qui est aussi l'amant de la femme qui était là. Puis là, lui il dit, ben là, j'étais là pour l'espionner, puis tout le kit. Puis là, la femme arrive avec un troisième amant. Puis là, il parle, puis t'as les deux caves en dessous du lit qui sont comme fuck de la merde, que c'est ça, calice. Ah, ça suffit qu'on est en train de se faire niaiser. Puis là, finalement, il y a un chien qui voit les deux en dessous du lit, puis ils sont comme fuck, il va nous dénoncer. Puis il y en a un qui étrangle le chien, carrément. Ouais, d'habitude, effectivement, c'est l'inverse. Là, il étrangle le chien. Tout ça pour se rendre compte qu'en fait, ce n'est même pas la femme qu'il cherchait parce qu'ils se sont trompés d'étage. Puis ils ont juste... Il y en a un qui a juste tué un chien gratuitement puis qui s'est sauvé après. Puis que là, il est comme, ben là, vous avez tué mon chien. Puis là, t'es comme, ok, mais tout le monde s'en fout, en fait. Puis c'est complètement absurde. Puis quand ils jaillissent dans dessous du lit, la situation est tellement malaisante, là, c'est incroyable. Fait que bref, le livre, vous pouvez le lire si vous voulez, si vous y mettez l'accès dessus, c'est tout petit, là. C'est vraiment pas long, c'est même pas 100 pages. Mais, moi, je vous le dis, si un jour vous vous dites, hey, j'aimerais ça me trouver une raison d'aller au théâtre, là, beaucoup plus drôle à aller voir au théâtre, j'en suis convaincu. Moi, je voudrais voir les tronches. J'imagine, genre, je suis assis dans une salle, puis je vois sur scène du monde debout qui parle sur la scène, puis qui parle fort avec beaucoup de prestance, puis t'as deux colons en dessous du lit que clairement tu les vois, mais la situation est tellement absurde que, c'est ça. Bonsoir Murray, salut, j'adore ce livre, salut à toi, j'espère que tu vas bien. Tu connais quasiment, t'as tué mon bonhomme. Non mais oui, c'est exactement ça. Oui, c'est exactement ça. T'as tué mon bonhomme, mais là c'était le chien, puis tout le monde s'en fout. Je vais t'en acheter un autre bonhomme, je vais m'en faire un autre bonhomme. Ah, je vais t'en faire un autre bonhomme. Non mais tu sais. Non, je te dis. Bref, du beau n'importe quoi, mais du beau n'importe quoi rigolo. Fait que bienvenue à toi, bonsoir Murray. Fait que comment t'as découvert la chaîne, hein? Je vois que t'existes sur Twitch depuis 2016, puis que donc que t'es pas un bot ou quoi que ce soit. Mais c'est ça, non? Je me demandais comment t'as découvert la chaîne, c'est ça. T'as vu l'affiche du livre, tu t'es dit, waouh, je vais aller voir ça, il y a quelqu'un qui parle de ça. Je serais curieux de savoir comment tu es atterri ici. J'ai ce rôle d'en parcourir. Ben écoute, bienvenue à toi. Écoute, sache que une fois par mois, je fais des revues de mes lectures. Je lis à peu près 5 livres par mois, en moyenne. Puis chaque mois, je fais des reviews de lecture au début du mois, le premier lundi.
Puis sinon, ben, chaque lundi, je fais des discussions, soit sur le cinéma d'horreur, la politique, la culture geek. Puis sinon, je fais du live gaming, rétro gaming. Puis des fois, de la pratique de speedrun. J'ai juste pas encore choisi mon prochain jeu. Faut que je parle à des personnes pour ça. Fait que merci à toi, puis bienvenue. Puis par curiosité, est-ce que tu es québécois, français, belge, suisse? Est-ce que tu es sur le même fuseau horaire que nous autres, en fait? Petite curiosité comme ça. Français, ok, fait que t'es vraiment réveillé tard. Écoute, je te remercie de parcourir à de si tardives heures, puis d'avoir choisi un Québécois. Donc voilà. Et que, bienvenue à toi officiellement, puis merci pour le follow. Donc, t'arrives justement en plus à la fin de ce livre-là. Je suis en train de dire justement que c'était très bon, mais pitié, je veux voir une pièce de théâtre de ça. Je veux voir une pièce de théâtre de ça. Fait que, ça c'était mon 3e livre. Maintenant, je vais passer à mon prochain, qui est un livre de Stephen King. J'ai profité du fait que le club de lecture, le Cercle Rouge, est en train de lire Salem, que j'avais déjà lu pour lire un autre Stephen King, qui est Charlie. Donc, Charlie, qui est Firestarter en anglais. Donc, qui est un livre, en fait, que Stephen King n'appréciait pas spécialement au début, parce qu'il avait trop peur qu'il soit similaire à Carrie. On va s'en parler de ça. Donc, résumé, un homme et une femme font l'objet d'une expérience scientifique ultra secrète du gouvernement américain sur les pouvoirs psychiques. Tout a été prévu, sauf que cet homme et cette femme auraient un enfant plus tard, une fille, Charlie. Elle a 8 ans, elle peut anéantir le monde, et il lui suffit de le vouloir. Un des personnages les plus envoûtants de Stephen King, le génie de l'épouvante. Angoissant possible, Charlie est peut-être le meilleur des Stephen King, parce qu'il est aussi un roman tendre et un hommage merveilleux à l'enfance. Qui est donc la vie de la maison d'édition Lire. Puis, une certaine Marie-Claire qui dit « Charlie, la petite fille au charme incendiaire, un nouveau monstre qui nous hypnotise. » Tu dois encore te rendre à le lire. Ben, c'est ça, c'est un livre de 600 pages, mais pour vrai, il se lit tellement vite, puis tellement bien, là, je veux dire, c'est fluide, ça avance, puis t'as jamais l'impression que le rythme ralentit. Puis pourtant, là, si vous avez déjà vu les adaptations en film, vous le savez que c'est des films d'à peu près 2 heures. Une qui est sortie en 84 avec Drew Barrymore, puis une qui est sortie plus récemment, il y a peut-être 2 ans, 3 ans de ça. Et là, peut-être que vous vous demandez, ok, t'as peu. Ce livre-là fait 600 pages, comment ils font pour ne pas couper? Tiens. 600 pages. Combien de coupures ils ont fait? Ben, savez-vous quoi? Ils ont été fucking habiles. Parce que je me suis posé la question, je le lisais, puis la scène à la ferme, j'étais comme, crime, ça arrive donc bien vite. Crime, ça arrive donc bien vite. C'est quoi qui se passe? Comment ça? Mais il reste genre 400 pages à lire quasiment. Puis ça arrive quasiment à la moitié du film. What happened? Ben, savez-vous quoi? Le livre a eu la brillante idée de nous faire voir aussi le point de vue de leurs adversaires. D'alterner entre Charlie puis son père qui essaye d'échapper à The Shop, ou la boîte en français, mais l'organisation s'appelle The Shop en anglais. Et on voit leur point de vue à eux, comment ils font leurs affaires, puis ça on le voit pas du tout. Ils sont juste là comme les méchants omniprésents qui leur courent après, puis le focus est fait sur Andy, le père de Charlie, et Charlie. Mais là, grâce à ça dans le livre, ça nous donne une histoire qui est vraiment complète. On en apprend plus sur John Rainbird, qui est celui qui a un œil caché, celui des Premières Nations qui court après Charlie, etc. Puis il est vraiment plus creep là-dedans, mais vraiment plus, genre c'est un psychopathe, genre vraiment, là, c'est un malade, là. Fait que, puis un manipulateur, en plus de ça, genre un gros sociopathe, bref, il a tous les défauts du monde, soyons francs. Et je me suis dit, crime, ok, fait que là, c'est la bonne manière qu'ils ont trouvé. Donc, mon ressenti est le suivant. Les 100 premières pages me tapent directement dans l'œil. J'adore jusqu'à maintenant, bien que je comprenne les similarités avec Carrie. Je trouve que l'amélioration de l'auteur et sa maîtrise de l'écriture se sent et que ça rend l'histoire bien différente. Parce que Carrie avait fait l'erreur de raconter l'histoire 2 fois dans le même livre, mais une fois sous forme de point de vue de Carrie, puis une fois sous point de vue de rapport de laboratoire un peu. Puis j'étais comme, c'est quoi cette narration de merde là? Genre, sincèrement. Quand je l'avais review, j'avais dit, voyez le film à la place. C'est plus clair, plus fluide, mieux écrit, tout. Ça vaut plus la peine. Mais ça, je vous dirais, non. Le livre est largement meilleur. Puis même si on a des similarités avec les pouvoirs psychiques. Tu sais, la mère de Charlie était capable de faire de la télékinésie comme Carrie. Ce n'était pas Carrie, soit dit en passant. Après ça, de l'autre côté, ben, Andy, lui, il est capable de manipuler les gens au niveau mental, de faire ce qu'il appelle de la poussée. Puis ensuite de ça, ben, on a Charlie qui, elle aussi, est capable de faire de la télékinésie, mais quand elle en fait, plutôt que de développer des migraines comme ses parents, eh bien, il y a du feu qui se déclenche. Fait que son pouvoir, c'est pas de faire du feu. C'est que quand
elle utilise son pouvoir, c'est un effet secondaire, parce que les parents, Vicky et Andy, ont été volontaires pour faire une expérience avec organisé par The Shop, justement, puis ils ont développé des pouvoirs psychiques. Puis les deux se sont mariés, ont eu un enfant qui, elle, en avait. Mais vu que elle n'est pas une expérience, ben elle, son effet secondaire est différent. Fait que là, à cause de ça, ben son pouvoir est convoité par The Shop, puis tout le long de l'histoire, on va suivre Andy puis Charlie qui essayent d'échapper à The Shop. Ils vont rencontrer des alliés, des fois ils vont se faire trahir, des fois ils vont se faire avoir, ils vont se faire surprendre, bref, beaucoup de choses. Des fois ils vont échafauder des plans. Mais, soyons francs, le personnage principal de cette histoire-là, c'est Andy, sans aucun contredit. C'est lui qui dirige tout, c'est lui qui protège son enfant, puis vous allez me dire, ben là, pourquoi est-ce que Charlie, c'est la demoiselle en détresse? Ben de un, parce que c'est une enfant de 8 ans, déjà en partant, donc on n'est pas dans une histoire de demoiselle en détresse sauvée par un homme, on est dans une histoire d'un père qui protège son enfant. Puis l'auteur a lui-même avoué, soit dit en passant, que, attention, il a lui-même avoué que l'inspiration principale de son livre, c'était quand il a commencé à réfléchir, comment je vais me sentir si un jour ma fille arrive avec un chum à la maison? Comment je vais faire pour la protéger des hommes qui veulent la manipuler? Puis, justement, l'antagoniste, l'adversaire principal d'Andy, c'est John Rainbird. Celui qui veut manipuler Charlie. Celui qui lui dit qu'il l'aime, mais qu'en fait, il désire juste son feu. La métaphore, elle devrait être claire, gang. Il désire son feu, sa chaleur. J'ai-tu besoin d'en dire plus? Voilà. Fait que... Bref, tout tourne autour de ça, de la protection d'un père versus les hommes qui essayent d'aller la chercher. Mais évidemment, c'est fait métaphoriquement et représenté de cette manière-là. Puis... l'histoire se finit aussi beaucoup plus loin dans le livre que dans les films. Dans les films, ça se termine à peu près à la scène de ce qui est là-dedans, le dénouement. T'sais, je veux dire, il y a, dans une histoire, il y a introduction, élément déclencheur, péripétie, dénouement, situation finale. Le livre poursuit jusqu'à sa situation finale, mais les films s'arrêtent au dénouement. Fait que... merci XXX pour le follow. Donc, écoute, j'espère que tu n'es pas un bot. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Mais merci à toi. Donc, ça ressemble un peu à ça. Sinon, je continue mon ressenti. Je me demandais comment 600 pages de course-poursuite ayant donné un film d'environ 2 heures pouvait être autant divertissant et à quel point il avait été coupé. J'ai eu ma réponse en voyant que le livre se divise en sections et qu'on va parfois explorer le point de vue de la boîte, donc de Shop. C'est une bonne chose, mais ça a été coupé dans les 2 étapes. T'es un humain. Parfait, génial, j'en suis content. La mère de l'ami de Charlie qui laisse juste partir 2 étrangers. Prof, non mais oh, les responsabilités, je veux bien, mais c'est pas crédible, mais pas du tout. Ouais, la raison pour laquelle Andy a été obligé de commencer à courir après Charlie, c'est parce qu'il y avait du monde qui s'était fait passer pour des profs, puis qui était allé chercher Charlie chez son ami. Ah, what the fuck, sérieux? Mais la mère sur place est comme, oh mais il y a 2 profs qui sont venus la chercher, je l'ai laissé partir. Ah, cette fille, mais t'es-tu épaisse, calique? Bref, moi ça m'a... ça c'est le bout que j'ai vraiment genre fait, non. Trouve autre chose. Voilà. Pour le justifier. Puis sinon, je me fais à la réflexion que l'auteur a réellement progressé entre Carrie et Charlie. On est encore devant un récit similaire, mais cette fois, il réussit habilement à ne pas se répéter comme Carrie et met plutôt l'accent sur les émotions d'angoisse d'Andy et la naïveté de Charlie combinée avec sa volonté de ne plus utiliser le feu. Donc, ça, c'est vraiment un point important, là. Charlie est dans un dilemme constant, utiliser ou non son feu, tout simplement. Qui est souvent, en fait, relié à ses émotions. Elle perd le contrôle, elle a peur de son pouvoir, puis... En fait, il y a une métaphore aussi parce que c'est son père qui lui apprend à ne pas utiliser son pouvoir puis à en avoir peur. Puis, The Shop l'explique très bien. Il dit le père lui a inséré des pensées en tête puis des croyances, puis c'est à nous de les briser. Tout simplement. Un peu comme si, par exemple, tu essayes de déconstruire ce qui a été construit chez quelqu'un dès sa plus tendre enfance. Fait que tu sais, il y a une réflexion autour de ça. Mais après ça, évidemment, on juge pas si c'est bien ou non. Ici, dans ce cas-ci, c'est The Shop qui a des intérêts à aller chercher le pouvoir de Charlie. Pareil à Carrie, dans un setting différent, ce serait quasiment une histoire des X-Men. Ouais. La différence, c'est que ici, au moins, Charlie, elle a une bonne relation avec son parent encore en vie, ce qui n'est pas le cas de Carrie. On va dire ça de même. Puis Carrie, c'est une histoire sur l'intimidation. Puis Charlie, c'est une histoire sur les prédateurs dans la séduction. Entre guillemets. Si on peut le dire ainsi, mettons sur les sous-thèmes et les sous-textes qui y sont reliés, là. Puis, on sent qu'Andy, il panique. On sent qu'il réfléchit. On sent qu'il y a des plans. On sent que Charlie a le peur. Bref, il y a vraiment beaucoup de choses. Puis en plus, Charlie, elle a un instinct.
est capable de savoir, genre, hey, il se passe quelque chose. Genre, elle le sait d'instinct. Fait que ses pouvoirs psychiques dépassent largement la capacité de faire du feu. Elle fait de la télékinésie, elle a été capable de sortir de l'argent de machines téléphoniques pour qu'il y ait un peu de change pour pouvoir se débrouiller, tu sais, des choses comme ça. Fait que. Ok, c'est à peu près à ça. C'est à peu près à ça que ça ressemble, là. Fait que je vous dirais que. Sinon, narration, l'histoire prend la forme d'une narration très rapide, contrairement à ce dont on a l'habitude avec King, qui prend le temps de placer ses ambiances et d'avoir un rythme lent. Là, on sent l'urgence, on sent la fuite, on sent le gouvernement constamment sur les talons de Charlie et de Andy. Le livre est divisé en sections, comme je l'avais expliqué. Sinon, à part de ça, rien trouvé d'officiel concernant les sources d'inspiration du livre, quoique certains théorisent que ça pourrait venir des expériences de la CIA comme MK Ultra, qui est aussi la source d'inspiration du jeu Visage, donc les tests avec le LSD sur des citoyens qui ont mal tourné. Mais on sait cependant que les livres, lui, ont inspiré Stranger Things, or King ne l'a jamais confirmé. Donc, grosso modo, les gens qui ont créé Stranger Things se sont aussi inspirés de Charlie, selon ce qu'on en comprend. Mais King n'a jamais confirmé que MK Ultra était dans ses inspirations. Ce qu'il a mentionné, c'est qu'il était conscient qu'en 1980, à la fin de la guerre froide, autant les USA que les États-Unis, que l'URSS avaient des programmes gouvernementaux pour isoler les cas spéciaux, puis étudier les pouvoirs psychiques. Ça a été lâché rapidement, mais il savait que ça existait. Mais le gouvernement américain avait déjà fait des projets pour prouver l'histoire de l'existence de la télékinésie. Puis, selon un autre livre que l'auteur a écrit qui s'appelle Where There's Smoke, où il y a de la fumée, donc, il explique l'idée que... il explique que l'idée lui est venue en tête quand il s'est questionné à savoir ce qui se serait passé si Carrie avait passé son pouvoir à sa fille. Il s'est aussi posé des questions sur ses propres angoisses, à savoir comment il pourrait protéger sa fille des choses mauvaises du monde dans lequel il vit, surtout du dating avec les hommes qui, comme à tout père, causent des craintes. L'apparence physique de Charlie est d'ailleurs basée sur Naomi, la fille de l'auteur. Et Rainbird, le personnage tueur et manipulateur de Charlie, serait d'ailleurs une métaphore des mauvais gars qui veut juste une chose de Charlie, métaphoriquement le sexe, mais le feu dans l'histoire, si vous n'aviez pas compris. Voilà, je l'ai dit. Et désiré par des hommes mauvais, mais c'est aussi un immense pouvoir qui peut faire des ravages. La sexualité peut faire des ravages. Voilà, c'est vrai, je veux dire, si par exemple, là, pour des pulsions, parce que, bon, on dit des pulsions, mais dans les faits, c'est une prise de contrôle de l'autre personne, tu perds pas le contrôle de toi, tu prends le contrôle de quelqu'un d'autre, c'est une nuance, ça peut causer des ravages aux victimes, ça peut briser le cœur des personnes qui se font manipuler, puis, ben, tu sais, des choses comme ça. Fait que oui, le feu peut causer des ravages, tout simplement. Et sinon, ben, l'auteur a abandonné plusieurs fois le manuscrit parce qu'il trouvait qu'il ressemblait trop à Carrie, et... En plus, ils ont des noms similaires. Mais bon, il a réussi à rendre ça différent. Et à moi, ça, je dis, ben, chapeau. Je dis chapeau, tout simplement. Donc, c'est une très, très franche réussite, à mon avis. Lisez Charlie, c'est un 5 étoiles. C'est très, 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 très réussi. J'adore ça. Et finalement, le dernier livre que j'ai lu, Hello There. General Kenobi. Voilà. C'est La Chasse-Galerie d'Honoré Beaugrand. Salut, le site vegan, ça va bien? Donc, alors, je vais faire ça simple, en fait. Ce roman-là n'est pas un roman, et ce n'est pas une seule légende. Il y a une centaine de pages, mais il n'y a pas qu'une légende dedans. La Chasse-Galerie il n'en est qu'une seule, et c'est la première. Il y a 6 contes au total écrits par Honoré Beaugrand dedans. C'est juste que le livre s'appelle La Chasse-Galerie, puis j'ai été surpris quand je l'ai ouvert, j'étais comme, ah, il y a plus qu'un conte. Lisons-les tous et analysons-les tous. Donc voilà, Contexte social, c'est la version la plus connue qui a popularisé les codes de la légende. Donc voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Il existe 2 versions de la légende de la chasse-galerie. Donc celle de Poitevin, donc Poitou en France, qui parle d'un chasseur maudit qui aurait chassé le dimanche plutôt que de respecter la règle du jour de repos. Voilà. Et l'autre version, la québécoise, ben, c'est celle qui nous intéresse là-dedans, qui est plutôt une version où des bûcherons canadiens veulent voir leur copine, puis ils doivent faire un pacte avec le diable pour y arriver, puis revenir à temps le lendemain. La version a des modifications en fonction des époques et de la réécriture. On y parle cependant d'un canot volant, probablement en raison d'un mélange avec le mythe autochtone. Parce que bon, le canoë, on se rappelle que ça a été inventé par les personnes des Premières Nations. Donc voilà. Honoré Beaugrand, né le 24 mars 1848 à Saint-Joseph-de-Lanoraie et mort le 7 octobre 1906 à Montréal. Journaliste, propriétaire de journaux, homme politique et écrivain canadien, figure marquante du libéralisme radical dans la province de Québec de la fin du 19e siècle. Républicain et anticlérical, il est notamment connu pour avoir été maire de Montréal, auteur de La Chasse-Galerie, paru en 1891 et fondateur du journal La Patrie. Merci pour ça. Oh, on tape, on a Pokémon. Voilà, je veux un Ekaiser. J'en avais pas. Donc, un petit peu ce sera pas long. Donc, maintenant ressenti.
J'avoue que je m'attendais à ce que la légende de la chasse-galerie se termine plus mal que cela, mais j'imagine qu'il y a d'autres versions puisque j'avais entendu dire que la boisson était interdite dans le pacte, tout comme les jurons, mais au final, ils ne sont que des choses à éviter pour céder à la tentation d'invoquer le nom de Dieu ou de foncer sur un clocher. Donc bon, voilà. Jetons un Kaiser ou j'en ai pas. T'as raté Stephen King? C'est excellent, c'est très bon, lisez-le, c'est un excellent roman. Les adaptations sont très bonnes et quand même assez fidèles. Puis les bouts qui sont coupés, c'est simplement le point de vue des ennemis. Pour se rester concentré sur le point de vue d'Andy puis de sa fille, tout simplement. Fait que c'est très bon. C'est très, très, très bon. Lisez-le, ça vaut la peine. Puis pour vrai, oui, il fait 600 pages, mais il se lit vite. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, je vais te l'acheter avec mon remboursement d'impôt, maman joue. Le remboursement d'impôt. Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Si les gens pouvaient tous avoir ça. Hein? Voilà. Donc, bref, sinon, la deuxième légende sur les loups-garous, c'est tellement raciste, ça n'a aucun bon sens, même pour les années 1800, c'est limite. On nous apprend clairement que les femmes sauvages sont des païennes. Je veux dire, ça faisait longtemps, il me semble que ça c'était fini à l'époque, ce genre de mentalité de marde-là. Genre, puis en fait, non, je sais pas en fait, parce que l'autre fois, j'ai vu des actualités sortir sur les pensionnats autochtones des années 60, puis je suis comme, oh Seigneur. Quand le père de Mark Carney dit que les autochtones étaient culturellement retardés, finalement, je retire ma réflexion sur ce que je viens de dire. Fait que. Bref, la troisième est un peu basique, un récit classique d'une personne qui durant la nuit croit avoir vu quelque chose mais qu'en fait c'était pas ça. Je remarque que les yeux rouges reviennent souvent, référence évidente au diable. À noter que Mark Carney s'est distancé de ces propos-là, soit dit en passant, là, parfaitement normal, là, je veux dire, on parle d'une entrevue qui est sortie dans les journaux, qui a été ressortie dans les journaux, puis qui date de 1965, fait que tu sais, je veux dire, Mark Carney, je veux dire, il était gamin dans ce temps-là, là. Fait que, bon, je pense pas qu'on peut le tenir responsable des propos de son père, là, mais évidemment, il y en a qui vont essayer. Donc, j'avoue ne pas être certain de comprendre la quatrième légende. On semble très rigide sur les codes du mariage et l'argument qu'on sort pour empêcher le mariage et que si un enfant... Et l'argument qu'on utilise pour empêcher le mariage est que si un enfant naît de leur union, ce ne serait pas bon à cause de la condition de McLuhan. On insinue donc que j'arrive et Mark Carney, la chasse-galerie. Ouais, c'était juste une petite parenthèse, Mark Carney. Donc, voilà. Ce que je disais qu'en fait, dans ce livre-là, il y a plusieurs contes... Excusez, de ce bord-là. Il y a plusieurs contes dans ce livre-là, mais que le deuxième était vraiment très raciste par rapport aux Premières Nations. Puis j'ai fait de la référence à l'histoire qui était sortie dans les médias concernant le père de Mark Carney. Pas Mark Carney lui-même. Fait que, je me disais bien, ouais. Sinon, bonjour à toi. Bienvenue. Écoute, je pense que j'ai déjà vu ton pseudo quelque part. T'es pas sur TikTok, toi, par hasard? Il me semble que je t'ai déjà vu quelque part. Donc, c'est ça. Bref, fait que, c'est ça. Et sinon, l'auteur semble mettre l'accent sur leur amour et leur mort par le chagrin qui a lui-même entraîné la maladie. Bref, je suis pas sûr du message livré. Pas sûr de comprendre la morale chrétienne autour de la légende du vieux Louison. Il admet que son comportement n'est pas chrétien, mais à part ça, il a été porté par un élan de justice concernant la punition, sans douleur infligée au petit garçon. Au moins, je comprends bien la dernière. Elle est difficile à manquer puisqu'elle est inscrite au début. Bon. Tu es Andarte. Ah! Je t'avais déjà vu. Mais... ok, je me souviens. Je crois que c'est ton pseudo Instagram inscrit sur ton profil. C'est là que j'ai vu ce terme-là. Mais salut Undertae, bienvenue officiellement à toi. Voilà. Fait que... Dab for the haters. Tiens, voilà, c'est ça. Donc, bref. Puis c'est important quand tu dabs, il faut que tu mettes les deux mains. Parce que si tu mets juste la main qui va dans le sens plus large, ça passe pour le salut romain d'Elon Musk. Je tiens à le préciser. Puis de toute façon, regardez, j'ai été tellement habile là. Oups, ma main ici, là, elle est cachée derrière ça. Voilà. J'ai mis mon image juste là. Regarde, je te le dis là. Tout est réfléchi. Fait que... Donc, bref, donc résumé de la chasse-galerie, donc c'est une légende qui est vraiment très courte et qui est super connue. Des bûcherons veulent partir de Gatineau pour aller à la Valtrie voir leur blonde, mais ils doivent prendre la chasse-galerie parce qu'ils travaillent à 6h le lendemain matin, il faut qu'ils soient revenus, ils n'ont pas le temps de se rendre. Fait qu'ils font un pacte avec le diable qui dit qu'il faut pas que tu fonces dans aucun clocher, puis il faut pas que tu invoques le nom de Dieu durant tout le trajet. Mais ce qui est étonnant, puis que je savais pas, c'est que la chasse-galerie, c'est quelqu'un qui dit il faut qu'on soit en groupe de 2, donc en paire, en nombre pair, puis... La plupart des gens qui sont là dans la chasse-galerie, c'est pas la première fois qu'ils l'utilisent. J'adore cette légende, je suis passionné par nos contes. Nice! Puis, c'est ça. Ils doivent promettre au diable de ne pas évoquer le nom du bon Dieu durant la traversée, ni toucher une croix de clocher le long du voyage. Le voyage passe près de la catastrophe au retour parce que Baptiste était sous. J'imagine qu'il y avait aussi une morale comme quoi conduire une voiture en étant sous effet d'alcool, c'était mal.
est très stupide. Il y a du monde qui le comprenne pas, même après 10 arrestations. Mais bon, je racontais souvent cette légende à mes jeunes en camp de jour. Tu pourrais aimer La Griffe du Diable, la revisite du conte par Roger Quentin. J'ai déjà étudié cette légende-là pour un projet d'école au primaire. La Griffe du Diable. Donc voilà. C'est ça. Puis finalement, les âmes de tout le monde sont sauvées puis ils sont retrouvés sous mort par leurs collègues de travail le lendemain. Voilà. C'est à peu près ça. Comme quoi, ne buvez pas. Ne buvez pas. L'alcool, c'est mal. Et sinon, le loup-garou, cette légende raconte l'histoire d'un homme qui a été charmé par une sauvage. Il l'appelle une sauvage, soit dit en passant, j'utilise les termes qu'il a utilisés, mais on comprend que c'est une personne des Premières Nations. Et qui s'est retrouvé dans le bois devoir se défendre contre un loup-garou à lequel il aurait coupé une patte durant la bataille et que le lendemain, la patte serait redevenue la main de la sauvage, qui entre-temps aurait mystérieusement disparu. Donc, tout le long, cette personne essaye de faire comprendre qu'il y a un loup-garou dans le village. Voilà. Le tout avec des ajouts racistes. Et la morale de cette histoire-là, c'est qu'il faut pas faire confiance aux Premières Nations. Y a rien qui va dans cette légende-là. Tabarnak! C'est bon. Ouais, c'est ça. Saviez-vous que nos loups-garous ressemblent à des chiens? Effectivement, ce sont des huskies. Parce que les huskies, c'est les plus beaux chiens du monde. Voilà. Et c'est cela. C'est pas comme les loups-garous du cinéma qui sont profondément laids ou le Wolfman. C'est comme le Wolfman qui est sorti en film d'horreur l'année passée. D'où la phrase Husky est beau. Husky est beau. C'est honteux! Ok, je suis revenu, c'est bon, parfait. Je sais pas ce qui s'est passé, je crois que j'ai accroché le bouton de mon soundboard en fait, ce qui s'est passé. Le si honteux a fait partir ton micro. Ah ouais, c'est ça, on t'entend, parfait, c'est bon, ok. Voilà. Donc bref, j'ai rien dit de pertinent, donc j'ai juste fait la commande JDM, puis c'est ça. Je me suis muté sans le vouloir. Donc bref, finalement la troisième légende là-dedans, c'est... Ah putain, il veut le style vegan, mais Seigneur sainte. Merci pour le clip. Donc, la bête à grande queue, qui est la troisième légende. Il s'agit de l'histoire d'un procès visiblement civil autour d'une histoire d'une bête à grande queue que le protagoniste aurait terrassé en lui coupant la queue. Puis la morale de cette histoire tourne autour en fait de Pâques, parce qu'il s'est fait pourchasser par une bête parce qu'il a fait ce qu'on appelle une Pâque de renard. Une Pâque de renard, c'est-à-dire que tu fêtes pas Pâques comme les traditions le veulent. Puis la morale donc de cette légende-là, c'est célèbre donc Pâques selon les traditions chrétiennes. C'était dans les années 1800, faut comprendre. Donc, voilà. Parce qu'il voulait célébrer à sa manière, puis finalement, il s'est fait courir après par un animal qui, finalement, s'est juste avéré être un taureau. Voilà. C'est ça, ce n'est qu'un taureau, puis que le protagoniste, voilà. On a retrouvé le cadavre pas très loin d'où il y a eu lieu l'altercation, puis il n'y avait pas de queue, le taureau. Mais le gars fabule. Mais ça, c'était le classique. Vraiment, là, on retourne à l'époque où ce que... Pour vrai, ça fait quasiment Monty Python, genre, ah, il y a telle créature, puis telle affaire, puis tout le monde y croit. Puis toi, tu regardes ça, puis tu te dis, mais ils sont-tu épais, toute la gang? Ah, un bot vient de partir. Donc, faut pas travailler non plus, sinon c'est pas bien. Effectivement, travailler le jour de Pâques, c'est non. C'est pour ça qu'on a des congés à l'école, puis que les profs sont en congé. Puis les autres qui travaillent, ça va être ceux qui vont s'occuper du vote par anticipation, parce que le vote par anticipation aura lieu le jour de Pâques. Le week-end de Pâques au complet, en fait, précisément. Donc, voilà. C'est à peu près ça. Donc, sinon, la quatrième légende, c'est l'histoire de Macloun, dont le vrai nom, ce serait techniquement Maxime. Mais c'est juste que vu qu'il est pas capable de le prononcer parce qu'il a tout le corps, puis le visage, puis la bouche déformée, il se fait appeler Macloun. Puis, il tombe en amour avec une femme qui s'appelle Marie Joyelle, qui, elle, est capable de parler. Puis qui est très pauvre, mais qui est très très mince, très maigre.
Puis finalement, c'est vraiment l'histoire de deux personnes qui tombent en amour. Puis là, tout le monde est comme, ah, ils sont cute, ils sont mignons ensemble. Puis là, à un moment donné, oh, ils veulent se marier. Et là, tout le monde se met à s'y opposer. Pourquoi? Parce qu'ils disent, s'ils ont un enfant ensemble, ça va pas aller. Fait qu'ils présument que le mariage doit s'accompagner de la conception d'enfants, évidemment. C'est une mentalité très chrétienne. Fait que, évidemment, on avait besoin de la petite dose de racisme. La raison pour laquelle McLuhan serait déformé à la naissance, c'est parce que sa mère s'est fait jeter un sort par une sauvage. Parce que ça prenait bien ça aussi. Catophague, le vrai carême n'est pas basé sur les bonnes choses au goût, mais les bonnes choses pour la santé. On les coupe, on affaiblit le corps et donc on allège l'âme. Ok? Ok. C'est un petit catophague, effectivement, que je ne connaissais pas. Donc, bref, c'est à peu près ça. Puis à la fin, ben Maxime et Marie-Joyelle, ben ils vont juste vraiment genre être désemparés, tristes, puis tout ça. J'aime beaucoup les livres de Brian Perrault, au moins pas de racisme dedans. Ouais, moi, Brian Perrault, j'ai lu les Amos d'Aragon en tant qu'adulte, puis ça a été la pire erreur parce que ça l'a tué ma nostalgie de l'époque. Je les ai lus, puis j'ai fait, non mais c'est vraiment de la merde en fait. Non, c'est vraiment nul. Oh my God, putain. C'est ça. J'aurais pas dû les relire en tant qu'adulte, j'aurais dû apprécier ce que j'avais quand j'étais jeune. Puis m'en contenter. C'est pour ça que je ne relis pas mes Percy Jackson, parce que je suis sûr que je vais ne pas aimer ça. Je suis content de les avoir découverts quand j'aimais la littérature jeunesse au bout, puis quand j'étais très jeune. Je vais me contenter d'apprécier le souvenir. Oui, mais les Chevaliers d'Émeraude, vois-tu, je sais que c'était les premiers livres d'Anne Robillard, mais j'ai commencé les Chevaliers d'Antares en tant qu'adulte, et j'avoue que j'ai apprécié. J'ai comme, crème, on voit qu'il y a une amélioration de l'auteur. Hey, soit dit en passant, Anne Robillard va être au Salon du Livre en fin de semaine à Québec. Ça de même. C'est pas dur de faire mieux que les films de Percy Jackson. Déjà, les films de Percy Jackson, ils sont même pas capables de dire de quoi de accurate au niveau mythologique. Genre, tu sais, je sais qu'il y a plein de sources qui se contredisent dans la mythologie grecque, mais Cronos, premier des titans, Pythie, c'était le dernier. Seigneur du bon Dieu, ok? C'est une des seules choses qui est pas contredite par aucune fucking source de la mytho grecque. Comment tu peux planter ça à ce point-là? Voilà. Tu sais, bref, j'ai dit dans le cul ces films-là. On va le dire direct comme ça. Donc, cinquième légende, donc... La cinquième légende, c'est l'histoire du père Louison, donc un vieillard qui est réputé pour sa bonté et sa gentillesse, mais donc on va découvrir que c'est Hercule, carrément. Ben, c'est pas Hercule pour vrai, mais il y a une force herculéenne. Puis, à un moment donné, il va pogner un enfant qui tabasse un chien, puis qui essaie de le noyer. Puis, il va corriger le gamin, tu sais, en lui donnant juste une petite correction, pas pour y faire mal. Puis là, le père va arriver, puis dit « Hey, t'as battu mon enfant, puis tout le kit. » Puis il dit « Non, j'ai éduqué ton enfant parce que toi, tu le fais pas. » Puis finalement, le père a voulu se battre avec, il l'a frappé. Puis le vieux bonhomme, il a cassé la gueule, mais genre vraiment solide à un point tel que le gars a failli mourir, puis qu'il y a un procès qui commence, puis on découvre finalement que le gars a des problèmes d'impulsivité, puis il va juste se sauver. Puis j'avoue que je suis comme, ouais, cool, mais j'ai rien compris. Genre, il est supposé avoir une morale chrétienne là-dedans. Voilà, c'est juste qu'il a bouffé ses enfants, c'est pour ça qu'il marque Cronos. Ouais, exactement. J'aime à quel point tu es insulté. Je suis insulté. Mais... en plus, au secondaire, j'ai fait un exposé oral sur Cronos, sur la mytho grecque. Et quand je suis arrivé à la partie où Cronos mange ses enfants, j'ai tellement choisi mes mots de manière involontaire, mais ça a fait hurler de rire la classe au complet. Je commence à expliquer. Je dis, bon, tu sais, vous savez, dans la mythologie grecque, dans le fond, il y a eu les titans en premier, puis les titans, bon, au début, il y avait Ouranos qui était dans le ciel, puis Gaïa qui était sur la terre, ils étaient unis. Et il y a eu des enfants, des titans avec Gaïa, sauf qu'il était prisonnier de son ventre, il pouvait pas sortir. Fait que, ce que Cronos a fait, c'est qu'il a pris une faucille puis il a tranché les parties génitales de son père, qui est remonté vers le ciel, et les gouttes de sang qui en sont sorties ont donné naissance à Vénus, aux Irénies, à certaines créatures. Là, j'explique ça. Puis évidemment, je dis, il y a une faucille qui a tranché des couilles, tout le monde part à rire, évidemment. Et puis là, Cronos prend le pouvoir. Mais là, il y a une prophétie qui dit qu'il va être renversé par ses propres enfants. Mais il y en a eu 6 avec sa sœur Rhéa. Puis là, le monde, ils font que sa sœur. C'est ça. Je leur ai pas dit qu'Ouranos était le fils de Gaïa en théorie. Une chance. Fait que je dis bon. Et là, il y a eu ses enfants, Cronos et tout, mais il veut pas que il se fasse renverser. Fait que là, évidemment, qu'est-ce qu'il a fait? Puis là, j'ai juste pesé sur le piton de la diapo. Transition sur la photo de Cronos qui pogne une bouchée de ses enfants. Genre, je dis, il les a mangés, évidemment. Tu sais, eux autres, ils s'attendaient, il les a tués, il les a fait adopter, il les a fait disparaître, tu sais, de quoi?
entre guillemets, normales. Je dis, il les a mangés, personne ne le savait. Ça part à rire. La prof est en arrière, elle me regarde, puis elle est découragée. Puis c'est à ce moment-là qu'elle a décidé, après ça, qu'elle l'interrompait, parce qu'elle trouvait que je disais trop de niaiseries. Genre que je faisais trop rire les gens par ma façon de formuler les choses. Puis elle a interrompu mon exposé oral en disant que j'avais trop passé de temps dessus, puis qu'il fallait qu'on aille plus loin. C'est ça. Puis il fallait qu'on aille plus loin, il fallait qu'on passe d'autres élèves et tout le kit. Mais finalement, il restait un cours à la fin de l'année, puis elle avait full le temps. Là, j'étais comme, madame, s'il vous plaît, là, je vais finir, là. Je veux dire, ah non, mais ça va bien aller, puis tout. Puis là, je négocie un peu. Puis elle était comme, non, on va t'asseoir, puis tout le kit. Puis là, j'en ai parlé à la maison, puis j'ai dit, ouais, mais tu sais, elle a dit non, parce qu'elle avait pas le temps. Mais finalement, elle a dit au dernier cours que c'est un cours libre, puis qu'on n'était pas obligé de venir en classe. Puis là, mon père était vraiment en tabarnak. Ma belle-mère aussi. Puis il était comme, voyons, ça n'a pas d'allure. Ils t'ont interrompu ton exposé oral. Puis, t'as interrompu ton exposé oral. Puis ta note. Puis blablabla. C'est ça. Puis, il était vraiment insulté. Puis ils ont appelé l'école pour faire une plainte contre elle à cause de ça. Puis après ça, elle a rappelé à la maison. Elle a laissé un message. Puis mon père, il a rappelé à l'école. Il a dit, hey là, tabarnak, pensez-vous vraiment que c'est moi qui va parler avec la prof? Gérez donc votre personnel, vous autres mêmes. Tac. Mon père était un peu. Mon père n'est pas le genre de parent à qui j'aimerais parler au téléphone. Genre, sincèrement, tu sais, maintenant que je suis dans la peau d'enseignant, j'aimerais pas ça parler à quelqu'un comme mon père au téléphone. Parce que mon père, des fois, il peut être vraiment désagréable en service à la clientèle. Je l'aime beaucoup, mais Seigneur, que des fois, quand il se fait. Quand il se fait arnaquer, quand il a l'impression qu'on le prend pour un épais, ou que il tombe sur quelqu'un qui fait des choses stupides ou des choses idiotes, là, ça le fait sortir de ses gonds. Vraiment, là. Fait que. Ça. Mais je l'aime, mon papa. Je l'aime de même. Et que. Voilà, c'est bon. Fait que bref, ça c'était la 5e légende. Puis la dernière, c'est l'histoire du fantôme de l'Avare, qui elle est quand même très claire en fait, là. Cette légende est narrée du point de vue d'un homme qui a été recueilli dans une maison alors qu'il faisait tempête dehors quand il était jeune. Dans le fond, il raconte cette histoire-là à ses petits-enfants pendant le temps de Noël. Puis, il se trouve que la personne qui l'a recueilli, c'était un homme en peine qui avait refusé de son vivant d'ouvrir la porte à une personne en détresse, puis qui est morte de froid sur le seuil de la porte. À sa mort, il a été condamné par Dieu à revenir sur Terre chaque 31 décembre pour ouvrir la porte aux perdus. Puis, c'est le conteur dans l'histoire qui raconte l'histoire, qui a été la personne heureuse élue, puis qui a permis à l'homme en peine de retourner vers la paix, vers le paradis. Bon, charité chrétienne, c'était ça la morale, elle est très claire dès le début. La patience fortement limitée face à la bêtise humaine, je connais ça, j'ai fait trop de commerce de détails. Fait qu'on est vraiment dans cette vibe-là. Donc, c'est à peu près ça. Fait que c'est un livre qui est en fait un recueil de 6 petits contes incluant la chasse-galerie qui doivent être pris à part et servent surtout à nous enseigner à respecter les préceptes religieux en nous montrant les conséquences d'une association et d'une tentation du diable, voire même d'une association avec des gens qui ne sont pas chrétiens comme les autochtones, qu'on appelle les sauvages là-dedans. Donc, voilà, c'est ça. Fait que je dirais que ça fait un peu le tour de ce petit conte-là. Mon ressenti général, c'est cool pour connaître des contes québécois, mais c'est pas une lecture genre d'une grande profondeur, si on peut le dire ainsi. C'est une lecture de son temps, c'est une lecture traditionnelle, ça fait partie de la culture québécoise puis du patrimoine québécois. Mais qu'est-ce que ça a comme valeur aujourd'hui? Plus grand-chose. Ça avait peut-être plus de valeur à son époque où le christianisme était profondément ancré dans la société. Dans un monde laïque aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est des légendes qui ont plus autant de prestige qu'avant pour un lecteur contemporain. Mais je comprends l'apport qu'il a pu apporter à son époque, mais c'est bon. Faut pas se leurrer, ça reste des légendes chrétiennes qui se datent de leur temps. C'est notre Horla et autres contes fantastiques. Exactement. T'as tout compris. C'est une très très bonne métaphore. Fait que bref, bon. Fait que ça faisait le tour des livres que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Donc une petite heure 25 en vrai, ça va. 1h18 d'enregistrement, mais ça va. Maintenant pour le mois prochain, juste vous dire que, dans le fond, moi pour le mois d'avril, j'ai décidé de lire des livres qui sont exclusivement liés à la thématique du féminisme ou écrits par des femmes. Parce qu'au mois de mai, mes 4 podcasts, review de lecture, cinéma d'horreur, politique, ainsi que celui sur la culture geek, dont le sujet n'est pas encore choisi, ça va être exclusivement consacré au féminisme. Donc, pendant ce mois-ci, je fais mes lectures. Fait que je vous le dis d'avance, je peux même vous dire les sujets de mes autres podcasts. Cinéma d'horreur, ça va être les personnages féminins dans le cinéma d'horreur en général. Donc, soit les actrices, les personnages forts, etc. Puis évidemment, on ne choisit pas des Scream Queens ou des femmes qui meurent à la fin. T'sais, si vous choisissez des Final Girls, assurez-vous qu'elles aient de l'allure, pitié. Parmi mes invités, Maman Jou, je m'adresse à toi. T'es invité à ce podcast-là. Je dis ça de même. Voilà, rappelle-toi. Ça va être ton 3e back-à-back, mais c'est pas grave, jamais 203.
Donc voilà. Pour la politique, Dionys, tu vas être contente. Il va y avoir Poetry Panacée puis Clara, etc. qui m'ont déjà confirmé qu'ils seraient là les deux. Le 3e lundi du mois de mai. Elles vont être là toutes les deux sur ma chaîne puis on va discuter de féminisme en général. Donc, elles vont venir sur Twitch pour la première fois toutes les deux. Donc, je les sors de TikTok et Instagram pour les amener sur Twitch. Donc, voilà. Puis sinon, pour l'autre sujet, je verrai. Mais en attendant, bref, pour les livres. Le premier que j'ai lu puis que j'ai déjà fini, L'Atlantide de Pierre Benoît. C'est le seul livre qui est écrit par un homme. Parce que, de un, je voulais prendre un livre qui partait de loin pour voir les avancées du féminisme par rapport à avant. Puis, quand j'ai fait des recherches sur le livre, de base, je devais le lire le mois passé. Puis quand j'ai commencé à faire mes recherches sur le livre, puis j'ai constaté où est-ce que ça s'en allait, j'ai fait, il est parfait pour le mois du féminisme. Fait que, j'ai décidé d'y aller avec ça. Puis, sérieusement, comment je vous dirais ça? Ça me prenait bien un contre-exemple là-dedans, puis il fallait bien que ce soit le seul qui est écrit par un homme. Je vous en dirai pas plus pour l'instant, mais à date, je vous dirais que c'est ça. Voilà. Il y a beaucoup de problèmes avec ça, on pourra en discuter le mois prochain. Sinon, le prochain que je vais lire, c'est Polyphagie. Donc, Polyphagie, qui est un roman d'horreur féministe, en fait, qui se concentre autour de l'inversion des rôles sociaux. Qu'est-ce qui se passerait si c'était les hommes qui avaient crainte de se faire spike leur verre, c'est-à-dire de se faire mettre de la drogue dans leur verre? Qu'est-ce qui se passerait si c'était les hommes qui avaient peur d'une femme dans la rue? Et bien sûr, tout ça tourne autour d'une histoire de meurtre et aussi autour de la grossophobie et de la nourriture. Parce que la polyphagie, je vous le rappelle, c'est considéré comme un trouble alimentaire. Voilà. Fait que ça, c'est celui que je suis en train de lire en ce moment. Sinon, je vais lire aussi En 1000 morceaux de Léonie Fauché que j'ai acheté au Salon du Livre l'année dernière, qui est un livre qui a été autographié par l'autrice en question et qui nous raconte l'histoire vraie d'une femme qui a décidé de dénoncer son agresseur qui se trouvait à être son propre beau-père. Donc, on va s'en parler. Sinon, Shani, aussi, tu vas être contente. Celui-là n'est pas nécessairement relié au féminisme, mais c'est un livre qui est écrit par une femme. Ça faisait partie de ma catégorie. Les sœurs sous le velours noir. Donc, ton très, très, très adorable et très gentil partenaire m'a envoyé en cadeau. Fait qu'on va lire ce livre-là, Les sœurs sous le velours noir, donc de Charlène Ferlé. Un livre qui n'est techniquement pas disponible au Québec, qui m'a été envoyé de la France. On en remercie beaucoup. Et j'ai contacté l'autrice. J'ai contacté l'autrice pour lui dire que je l'avais reçu. Et je vais la recontacter pour lui dire Salut, je commence ton livre. Voilà. C'est à peu près ça. Fait que. On y est. Et sinon, vous avez déjà vu Andréane ici. Je l'ai déjà invité. L'autrice de Amour, suppléance et autres catastrophes. J'ai déjà review son livre Une virée à l'hôtel. Et. Je vais lire son dernier roman en date, Marée basse aux îles, qui est une romance. Et je connais Andréane, c'est ma collègue de travail, et je sais qu'il y a toujours des messages à caractère féministe là-dedans, et au nom du respect des fans, donc j'ai très confiance que je vais trouver ce que je cherche là-dedans. Donc, très hâte de découvrir sa dernière œuvre en date. Fait que c'est ça qui est prévu pour mon mois d'avril. Donc, fait que je vous remercie d'avoir été là, d'avoir participé, d'avoir jasé. Puis sur ce, je vais mettre fin à l'enregistrement pour YouTube. Donc, sur ce, salut à tous!